Timide mobilisation ce matin contre la réforme du Code du travail. Seule une quarantaine de manifestants sont partis des chaînes brisées en direction de la préfecture, mais l'opposition à la réforme d'Emmanuel Macron reste forte au sein des syndicats de l'éducation. Faible mobilisation également à l'appel du collectif Hors de Question hier soir sur la place des Palmistes, un meeting d'information sur les tenants et les aboutissants du projet de la Montagne d'Or auquel s'oppose le collectif. Enfin, le tourisme écologique en vogue en ce moment, tourisme vert, tourisme durable centré sur la découverte des écosystèmes et des agrosystèmes. Alex Bathilde, directeur du CTG, est notre invité ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ces tranches d'information. Pour ouvrir ce journal, l'appel national à la grève contre la loi travail a été suivi timidement par une quarantaine de militants ce matin au départ des chaînes brisées. La réforme du phare du quinquennat d'Emmanuel Macron prolonge la loi El Khomri dans plusieurs domaines, hiérarchie des normes, référendum d'entreprise, négociations sans syndicats. En Guyane, les syndicats de l'éducation et l'UTG s'opposent encore à cette réforme. Reportage de Jonathan Lariot. Macron, trahison! Macron, trahison! Ils sont une quarantaine à marcher sur l'avenue Léopold-Lédère ce matin. Les syndicats du monde éducatif guyanais, accompagnés de l'Union des travailleurs guyanais, ont sillonné ensemble les rues de Cayenne en protestation à la loi Macron. Nous parler! Nous parler! La précarité! C'est une réponse de solidarité à l'appel à la grève nationale lancé par le syndicat Sud. Les différentes organisations syndicales locales se sont regroupées en intersyndicales pour protester d'une seule et même voix. Demander l'abrogation et la fin de la loi Macron, qui est pour nous une loi qui va précariser le monde du travail. Et puis également en Guyane pour faire confiance, pour montrer à la population et prendre conscience aux gens qu'il y a des choses encore à gagner à la suite du mouvement social de la semaine dernière sur les accords de Guyane et également pour dénoncer auprès de la préfecture la situation des travailleuses et des travailleurs et des Guyanais en général sur ce territoire. Précarité, chômage, mauvaises conditions de vie. Mais le mouvement est au final très peu suivi. La population est absente lors de cette manifestation, pourtant annoncée depuis déjà plus de 2 semaines. C'est d'abord les travailleurs qui sont concernés. Maintenant, il y a un travail peut-être d'explication à faire. Nous allons continuer à le faire. Et je pense que des réunions vont s'organiser avec l'ensemble des syndicats pour effectivement monter en pression et voire aller jusqu'à une grève générale. Parce qu'il est important effectivement que les travailleurs comprennent que c'est leur avenir qui est en jeu. Et c'est également l'avenir de nos enfants. À travers une marche symbolique qui se termine devant la préfecture de Cayenne, les manifestants ont exprimé leurs revendications. Nous sommes actuellement contre un gouvernement qui est toujours prêt à faire des cadeaux pour le patronat. Nous nous déclarons pour la défense et la conquête de droits nouveaux, ainsi que pour le progrès social. La seule arme des travailleurs est la grève et la mobilisation dans la rue. Une marche, un discours et rien de plus. Dur de se faire entendre pour les manifestants, mais ils ne baissent pas les bras car derrière le silence de la préfecture, ils rappellent que le mois de septembre est loin d'avoir connu son quota de grève. Car si les grévistes de l'éducation ne peuvent pas bloquer le territoire, les routiers, eux, oui. Laisserez-vous travailler vos enfants dans une mine industrielle? C'est l'une des questions lancées au public hier lors du meeting du collectif Hors de Question. Sur la place des Palmistes, près de 200 personnes ont été informées sur les impacts environnementaux du projet d'exploitation aurifère de la Montagne d'Or. Les détails dans ce reportage de Pierre Tréfou. Hier soir, place des Palmistes, se tenait un meeting de l'association Hors de Question. Ce collectif considère que le projet Montagne d'Or a des coûts sociaux et environnementaux qui sont trop lourds. Le projet Montagne d'Or, c'est 142 millions de litres de fioul dans les années venues des camions tombereaux pour faire fonctionner la mine. Et c'est donc 60% de la facture climatique en plus pour la Guyane. Le but de ce meeting était surtout de convaincre la population de faire bloc contre le projet Montagne d'Or. Celui qui va travailler sur les sites d'orpaillage, qu'est-ce qu'il va gagner? Ce n'est pas les 1100 € qu'on va lui donner, ce n'est pas ça qui va le rendre riche, parce que tout cet argent-là va retourner à Bercy. C'est la cupidité d'abord, c'est l'argent et l'or d'ailleurs j'en porte plus, justement parce que je suis contre ça et que je me rends compte les dégâts que ça fait à la terre et aux hommes. Et donc même l'or que j'avais des années précédentes, et ben regardez, je n'en porte plus.
Alors que le projet semble déjà entériné, certains scientifiques s'interrogent. La compagnie doit faire des recherches sur les impacts sociaux et environnementaux. Et j'ai entendu que les rapports n'étaient toujours pas finis. Je ne sais pas comment le gouvernement peut donner un permis d'exploitation d'or. Donc je trouve ça très étrange. Malgré un avis défavorable d'une partie de la population, le projet pourrait générer des revenus entre 750 millions et 1 milliard en 12 ans. La société pétrolière Total pourra poursuivre son exploration d'hydrocarbures au large de la Guyane jusqu'au 1er juin 2019. Une victoire selon Rodolphe Alexandre qui pourra percevoir pour la CTG 10 millions d'euros par an redistribuables dans les différents secteurs les plus touchés par la crise. Cette autorisation intervient alors même que le ministre de l'écologie et de la transition écologique avait donc prévu une loi pour mettre fin à l'exploitation pétrolière dans la France d'ici 2040. Poursuivons ce journal avec cette délégation sénatoriale aux entreprises qui a terminé sa visite de 3 jours en Guyane. Cette délégation, créée en 2014, est chargée d'informer le Sénat sur la situation et les perspectives de développement des entreprises locales en vue de simplifier les normes applicables à l'activité économique. Elisabeth Lamure, qui est la présidente de cette délégation sénatoriale, était au micro de Jonathan Lariot. En Guyane, on est dans un autre continent. La Guyane est entourée de pays complètement différents où les règles sont très différentes, beaucoup plus souples. Elle se trouve ainsi un peu prisonnière et les entreprises ont du mal à préserver leur compétitivité. Donc ça, c'est un autre élément sur lequel il faut absolument qu'on travaille, qu'il y ait ou des dérogations ou un régime un peu particulier pour assouplir ces normes et ces réglementations si on veut que l'économie guyanaise se développe et si on veut déjà garder les entreprises existantes. Les entreprises nous ont indiqué que les délais de paiement, plus particulièrement de la part des collectivités et de l'administration, étaient extrêmement longs. Pour nous, c'est une grande surprise parce qu'il y a une règle sur les délais de paiement à 30 jours. Admettons qu'on déborde un peu jusqu'à 60, ça n'est déjà pas autorisé. Mais là, lorsque les entreprises nous disent 90 ou 100 jours, c'est quelque chose d'extrêmement courant, on comprend bien que les trésoreries en souffrent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc là, on a pris plusieurs notes à ce sujet et en effet, on va travailler sur ces pistes-là. On va faire des suggestions au ministère et surtout, quand va arriver le projet de loi de finances pour 2018, donc c'est bientôt, c'est à partir du mois de novembre, on pourra tenter d'obtenir satisfaction par voie d'amendement sur un certain nombre de ces règles. Deuxième agression d'un facteur durant sa tournée cette semaine, c'était à Montlucas ce matin. Les syndicats appellent tous les postiers du département à débrayer demain matin pour dénoncer cette violence. Robert Tasté, directeur régional de la Poste, lui se veut rassurant. Les moyens sont déjà mis en œuvre pour éviter ce type d'incident. Il était au micro de Pierre Tréfou. Je souhaite avoir vraiment une pensée pour tous les postiers, qu'ils soient facteurs, qu'ils soient guichetiers, exerçant dans un bureau de poste. Il y a eu une série d'agressions, je dirais, injustifiées. Nous avons eu 2 facteurs qui ont été agressés, une factrice exactement et un facteur ce matin, de nouveau, et également une tentative d'incendie d'un bureau de poste, le bureau de Digronjon. Voilà, donc c'est inadmissible. Je tiens à souligner que j'apporte tout mon soutien aux postiers. Nous avons travaillé, je dirais, depuis déjà plusieurs années avec les représentants du personnel dans le cadre du CHSCT et plusieurs solutions ont été arrêtées. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, ça a été déjà de mettre en place un certain nombre de formations pour prévenir les agressions, aussi bien au niveau des facteurs qu'au niveau des chargés de clientèle, au niveau des bureaux de poste. Il y a eu aussi tout un dispositif post-agression qui a été anticipé de manière à ce que lorsque l'agression se produit malheureusement, de manière à ce qu'on puisse apporter une aide au postier qui a été victime, avec le médecin, l'assistante sociale, il y a la juriste, il y a un dépôt de plainte systématique. Nous avons mis dans les bureaux de poste, dans tous nos bureaux de poste sensibles, des agents de sécurité. Il y a la vidéosurveillance dans tous les bureaux de poste. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que les actes, les insultes ou que les agressions restent impunies ne se verront pas, nous filmons dans nos bureaux de poste et les agresseurs seront poursuivis.
Rendons-nous en Guadeloupe à présent. L'île a été malmenée par l'ouragan Maria. C'était en début de semaine. La ville de Basse-Terre a été fortement touchée. Des palmiers couchés, des hectares d'exploitation agricole anéantis. Aujourd'hui, la commune de Basse-Terre essaye de panser ses plaies. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Après avoir été durement touchée par Maria, la vie reprend doucement son cours à Rivière-des-Pères. Ce quartier situé entre la mer et la rivière était très exposé et a subi de lourds dégâts. Les habitants sont encore balais et serpillères en main 48 heures plus tard. Difficile. Moi, je regardais. De toute manière, ce sont mes sœurs qui viennent me faire topo de tout ce qui se passe. Moi, j'essaie d'éviter, même pas d'entendre le bruit. Parce qu'on entend, même dans l'été, on entend la mer. Alors, je suis là, dans une chambre, là, je reste là, et de temps en temps, il me dit, il y a mon frère qui est là, il vient voir s'il y a quelque chose. C'est lui. Justement, il est venu au moment où la mer a enfoncé la porte. Je ne pensais pas que ça aurait fait autant de dégâts parce que j'ai l'habitude de vivre des cyclones. Par exemple, Marilyn, le cyclone était passé carrément dans la maison. Ça avait balayé toute la maison. On avait eu de l'eau, tout ça. Mais là, avec Maria, on a tout perdu pratiquement, puisqu'il y avait pratiquement 40 cm d'eau dans la maison. Ça a diminué, mais il y avait pratiquement 40 mètres d'eau dans la maison. J'habite là-haut, j'habite tout en haut. Et moi, comme je suis seule, je suis allée dans l'école. L'autre sœur, elle était allée chez l'autre sœur, la grande sœur. Et du coup, comme c'est une maison familiale, on est venu l'aider hier. Il y avait du monde. C'est hier qu'il fallait venir. Il y avait du sable partout, de la terre. Et on est venu l'aider. C'est elle qui habite dans la maison. À quelques pas, Germaine, elle aussi, pense ses plaies. Encore choquée, elle veut avancer. L'heure est aux actions de solidarité. Ici, Rivière-des-Pères, nous, quand nous mettons dans la main, nous, quand ils font collecte pour dimanche, pour nous voir si nous attaquer le quartier là, nous, quand finir nettoyer. Parce que le quartier là, sale. Alors, comme nous sommes ici, donc, nous, quand nous mettons dans la main, nous main fort, alors nous checkons. C'est soit si moi, pas qu'à nettoyer, mais là, moi, qu'à faire manger. Nous, l'autre qu'à faire manger, on partit ces jeunes là à nettoyer. Et là, ils finissent de nettoyer pour nous rassembler, nous, pour nous payer, manger quand même. Si ils font un travail, il faut nettoyer, il faut manger. Ils nettoyer, il faut manger. Est-ce que vous d'accord avec moi? Une chose est sûre, il faudra s'armer de patience et de beaucoup de courage pour que Rivière-des-Pères retrouve un visage accueillant. Bilan du passage de Maria en Martinique, certaines routes sont encore impraticables. Les restaurants sur la plage ont été balayés. Reportage d'Alizé Lutron. La terrasse de ce restaurant bien connu a littéralement été détruite par la mer. Seul un cocotier supporte encore ce qu'il reste de la structure qui menace de s'écrouler à tout moment. Le gérant va devoir tout reconstruire. La structure n'a plus d'ancrage au niveau de la plage. Donc vu qu'elle est liée à l'ensemble de la structure, on est obligé de complètement la démonter pour assurer une sécurité à notre clientèle et aussi à mes collaborateurs. Donc on sera obligé de vraiment tout casser et tout recommencer. Les dégâts se chiffrent entre 30 et 40 000 euros à peu près. Ça va prendre au moins 15 à 30 jours à pouvoir remettre la structure en ordre. Le restaurant d'à côté, lieu de détente et de fête, n'a pas résisté à la force de la houle et a été rayé de la carte. Un peu plus loin dans le bourg, Alex Ange, restaurateur lui aussi, a eu un peu plus de chance, mais il a frôlé le pire. J'ai eu un mètre d'eau dans la salle que j'ai pu nettoyer hier par mes propres moyens avec une jeune fille qui est venue m'aider. Nous étions que deux avec ses deux enfants. Et de là, jusqu'à maintenant, je continue à évacuer la boue. Les vagues sont arrivées par surprise. Ça nous a surpris dans la nuit. Et Dieu merci, j'étais là-haut dans ma maison et c'est ça qui m'a quand même sauvé, quoi. Les habitants de la commune subissent eux aussi les répercussions du cyclone. Impossible pour l'heure d'emprunter la nationale 2 qui relie le Carbet à Saint-Pierre. La houle a laissé derrière elle un amoncellement de gravats. Pour le maire de la ville, l'heure est à l'évaluation des dégâts. Il reste à déblayer tous les cailloux, toutes les grosses roches qui ont envahi la route. La route a résisté en elle-même, hein. Donc à déblayer la route, et dès qu'elle sera déblayée et enlever aussi les fils électriques, hein, n'est-ce pas, par question de sécurité, ce sera rétabli. Toutes les voitures passent par la route dite la route de la découverte, avec les inconvénients que cela pose, puisque les poids lourds et les bus scolaires passeront, ils auront des difficultés à se croiser. Et donc aujourd'hui, nous faisons le maximum avec la CTM et les techniciens qui travaillent beaucoup. Des dégâts qui ne seront pas sans impact pour l'économie déjà fragile des communes du Nord.
Cela impacte tout le littoral, hein, les Carriers, etc., hein, Prêcheurs, Morne-Rouge, Saint-Pierre. Et donc, cela a un impact économique très très fort. Hein. Je crois qu'il faut savoir que cette RN2, c'est aussi un axe principal, un axe qui détermine le poumon économique du littoral. Nous sommes en train de chiffrer les dégâts et cela nous permettra d'aller plus loin et de demander à l'État aussi d'intervenir. La municipalité espère rétablir la circulation sur la RN2 dès vendredi. En attendant, la vie reprend peu à peu son cours. 10 838 kilos, c'est la performance demandée au lanceur lourd européen Ariane 5 pour son prochain envol programmé le vendredi 29 septembre. Initialement prévu le 5 septembre dernier, le lancement a été arrêté in extremis en raison d'une anomalie sur le lanceur. Le salon du tourisme et des loisirs ouvre ses portes demain au Proct. Occasion pour nous de nous interroger sur l'offre touristique en vogue sur le territoire. Avec la biodiversité locale guyanaise, le tourisme tourné vers l'écologie a le vent en poupe. Vous le verrez avec Gaël Wassim qui s'est rendu dans un écolodge dans la commune de Roura. Regardez. Partir à la découverte des richesses de la Guyane est désormais largement accessible grâce à l'écotourisme. Niché en pleine nature, à l'intérieur du bourg de Roura, un lodge borde les rives de la rivière Oyac. Au niveau de l'hôtellerie, on a largement ce qu'il faut par rapport au tourisme qui vient en Guyane. Donc il faut évidemment créer du flux pour remplir ces hôtels. Donc il y a beaucoup d'hôtels qui sont plus spécialisés dans la clientèle affaires, qui fait partie du tourisme, très important. Et puis il y en a d'autres qui sont plus sensibilisés à l'écotourisme. Et à ce moment-là, ils ont besoin de structures un petit peu différentes. Lodge flottant de Caux, le camp canopé de Kourou, la Guyane a un potentiel écotouristique considérable. Ici au lodge Oyac, le tourisme domestique se développe de plus en plus. Alors on a un peu de tout. On a pas mal de clientèle locale qui vient pour profiter, pour se détendre dans un cadre agréable. On a une vue sur le fleuve, on a la forêt qui est à côté. Et nous, on va mettre à disposition des vélos électriques, des voitures électriques, des trottinettes électriques pour que les gens aillent découvrir tout le potentiel de Roura dans des conditions écologiques. On a d'autres clientèles, donc là par exemple on a des groupes d'Allemands qui vont venir, qui sont intéressés par l'écotourisme, la découverte de la forêt amazonienne. C'est créer des produits un peu plus haut de gamme dans la Guyane, vers lequel la Guyane doit se positionner pour créer de la valeur ajoutée et devenir de plus en plus attractive. D'après le comité du tourisme, la Guyane comptabiliserait près de 100 000 personnes dans le tourisme vert. Pour en parler ce soir, nous recevons Alex Bathilde. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau d'ATV Guyane. Merci. Donc vous êtes le directeur du centre du comité régional du tourisme. Aujourd'hui, en dehors de ce que nous venons de voir à l'antenne, quels sont les secteurs du tourisme les plus en vogue en Guyane en ce moment? C'est un exemple, ce lodge est un exemple. Et il y a aussi des offres très intéressantes sur le Kourou notamment, sur le Maroni. Donc c'est vraiment ce tourisme-là qui est effectivement en vogue au niveau international et sur lequel nous, notre géographie nous permet de pouvoir présenter une offre particulièrement riche en ce domaine. Alors, en ce moment, en Guyane, on est juste à 20% de tourisme local, de tourisme domestique, comme on aime bien le dire. Pourquoi aujourd'hui une si faible fréquentation des locaux, de tout ce qu'on a de touristique ici? C'est une réalité, c'est-à-dire que c'est vrai que le local, on dira, il aime bien les sorties un peu spontanées. Il y a encore des sites un peu sauvages, je dirais, sur lesquels ils vont s'installer. Il y a beaucoup de petites criques, tout le monde connaît son petit coin où il va avec ses amis. Et c'est vrai que des offres structurées comme ça, on n'est pas encore très familiarisé, mais ça commence à venir parce qu'il y a eu des offres sur Montsinéry aussi. Il y a quelques sites très intéressants. Et aujourd'hui, ça commence à venir. Maintenant, tout le monde sait, je vais à tel endroit, je vais dans tel site. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour promouvoir ce tourisme local ici? Notamment, il y a le salon du tourisme, c'est vraiment l'occasion phare où vraiment tous ces acteurs-là sont présents et présentent leurs produits. Nous faisons 9 000 personnes attendues d'ailleurs cette année. Nous espérons au moins atteindre le chiffre de l'année dernière, c'était quasiment 9 000 personnes. Et puis nous diffusons des supports pour faire connaître vraiment cette offre. Des fois elle est simplement méconnue, c'est que tout le monde ne connaît pas. Et puis je pense qu'il y a les offices de tourisme aussi qui font un travail de fond. Je pense à Saint-Laurent, Cayenne, sur le centre littoral aussi. Et donc, il y a un vrai travail qui est fait actuellement pour valoriser cette offre aux yeux des Guyanais, pour les attirer de plus en plus à consommer local.
Que manque-t-il aujourd'hui? Que manque-t-il aujourd'hui au tourisme local, au tourisme en Guyane? C'est de l'investissement. Je pense qu'il y a plusieurs segments, mais un des segments forts, c'est comme le disait le prestataire tout à l'heure, il faut vraiment avoir des produits haut de gamme aujourd'hui, puisque quand on est en compétition avec le Costa Rica, avec des destinations comme ça, et qui ont investi massivement sur le tourisme. Aujourd'hui, il nous manque cet investissement pour les structures. Il faut aussi de la formation. Et puis, il y a un volet promotion aussi. Et dans ce cadre-là, suite aux événements de Guyane, il y a un engagement qui a été pris par le ministère des Outre-mer de financer une campagne de communication qui devrait normalement commencer avant la fin de l'année. De 500 000 € et qui sera une sorte de communication digitale sur la destination Guyane. L'axe qui a été pris, ça a été de se focaliser sur le digital, et effectivement parce que c'est un moyen plus rapide de toucher beaucoup de personnes. Et puis sur le marché prioritaire, qui est le marché hexagonal, qui représente à peu près 70-74% de nos visiteurs. Alors le salon du tourisme et du loisir, c'est à partir de demain au PROCT, demain et samedi. Donc, et dimanche. Et dimanche aussi, oui, c'est 9 000 personnes de plus, 9 000 visiteurs et plus sont attendus. C'est l'ambition, c'est vraiment l'ambition du comité, c'est d'arriver à ce chiffre-là. Donc ça commence à partir de 17h vendredi, 17h, 20h, samedi 10h, 20h et dimanche 10h, 19h. Quelle importance pour les professionnels, ce type de salon? Qu'est-ce que ça leur apporte, les professionnels du tourisme? C'est ce contact avec le consommateur potentiel. Voilà, c'est de convaincre, c'est d'attirer. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Il y a des personnes qui viennent juste pour la gastronomie. Mais en venant pour la gastronomie, tiens, je découvre un produit. Je dis, tiens, il y a ça. Il y a des produits dont on ignore même l'existence en Guyane. Et donc ils sont là pour présenter leurs produits, pour attirer. Et puis à ce moment-là, très souvent, ils font aussi des tarifs promotionnels pour inciter un peu les visiteurs. Donc c'est vraiment une vitrine pour eux nécessaire. Alors, cette année, c'est un salon un peu hors saison, on dira, puisqu'il se fait un peu après la saison des périodes des vacances. Mais pour autant, on espère quand même accueillir beaucoup de monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on se donne rendez-vous donc à tout le monde au salon du tourisme et du loisir. Et pour clore ce journal, nous passons à notre rubrique cinéma de tous les jeudis. Aujourd'hui, je vous propose le dernier film de Bruno Chiche. C'est donc l'histoire d'un couple, un homme et une femme, qui sont dans une relation adultérine. Et lorsqu'ils décident de ne plus être ensemble, ils ne se reconnaissent plus l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, c'est le titre du film. Regardez la bande-annonce. C'est la dernière fois qu'on se voit comme ça, Pierre. Ça me dérange pas de me taper une femme mariée, tu sais. Si t'étais à ma place, tu comprendrais que j'ai pas le choix. Ah oui, mais je suis pas à ta place. Pénélope, réveille-toi, il est 15h. Ta tête, c'est ma tête. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait quoi là? On va où? Bah toi, tu vas chez moi. Qu'est-ce que tu cherches? Une planche à découper? Ça fait 9 ans qu'on vit ici, Pierre. 9 ans déjà, t'imagines? Ça file un peu. Et toi alors? Bah moi je vais chez toi. Ça va mon cœur? N'y pense même pas, j'ai une haleine de chacal. Allez, maintenant faut que tu fonces bosser. Tu joues au patron. T'as vu l'heure qu'il est? Tout le monde t'attend depuis 45 minutes. Je sais pas si je serais assez bonne pour tenir ton rôle, Pierre. Commence déjà par ne plus parler de toi au féminin, Pénélope. D'accord. C'est fatigant d'être toi, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mes règles. J'ai eu la peur de ma vie, moi. Est-ce que vous m'entendez, mademoiselle? J'ai une gueule de mademoiselle, moi. Pardon, madame. Oui, non, pas madame. Si, madame Pénélope. Eric. Oui. Oui, mon chéri. Oui, bisous. T'appelles Eric, mon chéri. Ben, t'appelles bien Pénélope, ma chérie. Bon, alors, il est où ton bureau, là? À droite. Pardon, oula. Excuse-moi. Ah, monsieur le collier, ça va pas? Si, ça va, c'est très bien. Ça va bien se passer. Et tu vas où? Je vais au bureau. En ce cas, essaye par là. Oui. Bisous. Ma voiture sort juste du garagiste. Ça suffit maintenant. Je viens de m'excuser. Alors tu arrêtes de me briser les ovaires, on chine le constat, tu remontes dans ta savonnette. Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Timide mobilisation ce matin contre la réforme du Code du travail. Seule une quarantaine de manifestants sont partis des chaînes brisées en direction de la préfecture. Mais l'opposition à la réforme d'Emmanuel Macron reste forte au sein des syndicats de l'éducation.
Faible mobilisation également à l'appel du collectif Hors de question hier soir sur la place des Palmistes, un meeting d'information sur les tenants et les aboutissants du projet de la Montagne d'Or auquel s'oppose le collectif. Enfin, le tourisme écologique en vogue en ce moment, tourisme vert, tourisme durable, centré sur la découverte des écosystèmes et des agrosystèmes. Alex Bathilde, directeur du CTG, était notre invité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.